Alors, nous allons passer, donc l'intervenant suivant, c'est Monsieur Dominique Davio, qui est ingénieur agronome, qui a fait sa carrière au CNIS et qui a été ensuite chargé de communication et développement et qui est beaucoup intervenu auprès des scolaires. Si je lis bien voilà, la bio. Et donc aujourd'hui, Dominique est retraité et il est membre de la section potager et fruitier de la SNHF. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter à tout ce qui va toucher la réussite du SOMI à partir de toutes les informations qui vous ont été présentées précédemment. Donc, moi, je vais commencer par vous présenter les grands principes, en sachant que c'est plus une présentation qui s'adresse à des jardiniers, en sachant que Philippe Monchot, qui va prendre le relais de ma présentation, va lui vous donner des conseils pratiques sur la réalisation des semis. La réussite des semis, en fait, va se résumer en 3 actions primordiales. Tout d'abord, de choisir les espèces et les variétés les mieux adaptées à son sol, à sa région et aux périodes de culture et de production choisies. En effet, il est inutile de semer au printemps, par exemple, des variétés de laitue d'automne ou de printemps, ou de semer dès le mois d'avril en pleine terre des variétés de melons en région nord. La deuxième action importante, c'est de choisir des semences de qualité, donc de choisir des semences de la bonne variété, mais aussi des semences saines et des semences de bonne qualité germinative, donc ce qui va supposer d'avoir bien conservé ces semences si on ne les a pas utilisées immédiatement, et puis de semer les semences dans des conditions favorables à leur germination et pour obtenir une bonne levée rapide. Donc, ce qui va supposer de suivre un calendrier de semis réaliste par rapport à son climat et puis de préparer soigneusement le sol. Donc, concernant le choix des espèces et des variétés les mieux adaptées, les sources d'informations sont très nombreuses. Il y a tout d'abord les proches, la famille, les voisins ou les amis qui jardinent, les associations locales de jardiniers. Il y a les sites Internet spécialisés et en particulier des entreprises semencières qui décrivent beaucoup les variétés. Vous avez les professionnels du jardinage, que ce soit au niveau des jardineries, des producteurs locaux, des grainetiers, que ce soit sur les lieux de vente ou sur les salons du jardinage. Chose très importante, et on va le voir par rapport à la fois au choix des variétés, mais aussi par rapport aux périodes de semis, l'information sur les sachets de semences. Et puis, vous avez bien entendu également les ouvrages et les magazines spécialisés. SEMAE a réalisé une grande enquête en fait, sur les motivations et les pratiques des jardiniers pour la culture des légumes auprès d'un échantillon représentatif de jardiniers et qui montre les principales sources d'informations suivant les renseignements recherchés. On s'aperçoit que sur la découverte des nouvelles variétés, ce sont les proches qui représentent la principale source d'information. Ensuite, vous avez le lieu de vente et les professionnels du végétal. Et puis, lorsque l'on regarde les périodes de semis, de plantation et de récolte, vous avez toujours les proches qui sont une source d'information extrêmement importante. Et vous voyez qu'arrive en deuxième position l'information sur les sachets de semences. Donc, effectivement, les sachets de semences sont une source de renseignements pour les jardiniers. Ils comprennent à la fois des informations et des mentions qui sont obligatoires, et puis des renseignements qui sont précieuses pour le jardinier. Alors, les informations et les mentions obligatoires, c'est le nom de l'espèce et le nom complet de la variété. Alors, j'ai rajouté tel qu'il figure au catalogue officiel français ou européen, puisque toutes les variétés inscrites, y compris
dans un autre pays de l'Union européenne peuvent être utilisés sur l'ensemble du territoire européen. Ce qui explique par exemple qu'une variété très connue qui est la variété de tomate cœur de bœuf, en fait, elle est inscrite au catalogue européen sous le nom coureur d'Iboué. Et donc, c'est la raison pour laquelle, sur les sachets de semences, vous avez cette appellation de la dénomination exacte de la variété. Et entre parenthèses, on complète par rapport à un nom plus francisé de la variété. Dans les mentions obligatoires, vous avez le numéro de référence du lot. C'est quelque chose d'extrêmement important pour la traçabilité de la semence contenue dans le sachet et qui est indispensable en cas de réclamation ou de non-conformité qui serait apparue sur le lot. Ensuite, vous avez le grammage en poids ou en nombre de graines qui apparaît sur le sachet. Et puis, vous avez la raison sociale et l'adresse du conditionneur. Et dans certains cas, vous avez un numéro conventionnel qui est attribué par la Direction générale de la répression des fraudes. Vous avez un exemple sur la vue à travers ce numéro d'emballeur du sachet de semences lui-même. Vous avez d'autres informations qui sont obligatoires. Vous avez la mention règles et normes CE, sauf dans le cas des variétés de pois chiches, ainsi que la dénomination de la catégorie de semences. Donc, cette mention, en fait, règles et normes CE, cela garantit le respect des normes européennes en matière d'identité de la variété en termes de germination de la semence et de l'absence de graines d'autres espèces dans le sachet de semences. Il faut savoir qu'il y a un plan de contrôle qui est réalisé chaque année par le service officiel de contrôle et de certification pour vérifier la conformité des semences qui sont commercialisées. Ce plan de contrôle s'effectue à la fois chez ceux qui vont conditionner les semences, mais également au stade de la distribution des semences, avec une vérification, entre autres, de l'aspect, de l'identité et de l'homogénéité variétale, et également au niveau de la germination. Comme ça a été présenté par Georges, j'ai rappelé aussi les deux sites Internet qui permettent d'accéder au catalogue officiel français et au catalogue européen. Comme je vous l'ai signalé, en complément des mentions obligatoires, les sachets de semences comportent des renseignements qui sont très utiles pour les jardiniers, mais qui n'ont pas de caractère obligatoire. Ces informations sont indiquées sous la responsabilité du conditionneur. Donc, vous avez tout d'abord la photo de la variété et sa description. La plupart des sachets comportent aujourd'hui une photo illustrant la partie du légume pour lequel il est cultivé par les jardiniers. Vous avez également une date d'utilisation qui est mentionnée sur les sachets. Cela signifie que le conditionneur va contrôler périodiquement la qualité germinative de son lot et il prendra toutes les mesures si cette faculté germinative diminuait et en dessous des normes de commercialisation. Donc, tous les sachets seront retirés de la commercialisation. Sur les sachets de semences, vous avez également les périodes de semis et de plantation sous des formes parfois très, très différentes, mais souvent de manière illustrée. Et vous avez très souvent une indication sur la surface à semer avec le contenu du sachet de semences. Donc, vous avez plusieurs exemples, soit en surface, en mètres carrés, soit en nombre de plants produits.
Vous avez également des informations qui peuvent concerner le comportement de la variété vis-à-vis des stress climatiques, vis-à-vis des maladies et des ravageurs. Vous avez des conseils de culture et parfois des conseils culinaires. Sur les sachets de semences, vous avez une information qui peut préciser le type de variété, en particulier les variétés hybrides F1, lorsque ces semences correspondent à des hybrides F1. Et puis, d'un point de vue réglementaire, vous pouvez avoir les logos de l'agriculture biologique lorsque ces semences ont été produites selon le mode de production de l'agriculture biologique. Vous avez une autre information importante et réglementaire. Pour certaines espèces, les sachets de semences comportent un passeport phytosanitaire qui est représenté à la fois par rapport au logo de l'Union européenne et puis comportant 4 informations. Ce passeport, en fait, c'est une étiquette officielle qui est utilisée pour la circulation des végétaux sur le territoire de l'Union européenne et le cas échéant pour pouvoir circuler aussi dans des zones spécifiques protégées par rapport à certaines maladies, exemple la Bretagne pour la rhizomanie, et donc qui oblige à avoir un passeport spécifique, entre autres sur les semences de betterave. Donc, ça atteste du respect, ce passeport, de toutes les exigences définies par rapport au règlement santé des végétaux dont je vous ai mis la référence en bas de la diapositive. Donc, ce certificat présente le nom botanique de l'espèce concernée, le numéro de l'opérateur qui a apposé le passeport et qui est habilité et autorisé à poser le passeport phytosanitaire. Vous avez l'information qui concerne la traçabilité, le numéro du lot de semences ou un numéro de référence pour la traçabilité. Et vous avez le pays d'origine du végétal lui-même. Les espèces concernées, je vous les ai listées ici. Donc, cela prend en compte l'absence d'un certain nombre d'organismes nuisibles qu'on appelle non de quarantaine pour un certain nombre de couples pathogènes espèces. Et donc, les espèces concernées, c'est tout ce qui va être les alliums cepa, oignons, échalotes, le poireau, le piment poivron, le haricot d'Espagne, le haricot nain et le haricot rame, le poiridé, les pois en général, la tomate et les fèves. À titre d'exemple, les parasites pris en compte, c'est par exemple des 2 xanthomonas pour le haricot ou le clavibactère Michiganensis pour la tomate, et les seuils du règlement santé des végétaux sont des seuils à 0 concernant ces organismes nuisibles. Le deuxième point donc, pour la réussite des semis, c'est d'utiliser des semences saines qui ont conservé également toute leur qualité germinative. Donc, il peut s'agir de semences du commerce, des distributeurs ou des sites d'entreprises semencières, des semences conservées dans des bonnes conditions. Donc, si un sachet de semences a été ouvert et n'a pas été utilisé immédiatement, il est possible de les conserver, mais dans des bonnes conditions, dans un local sec, aéré et plutôt frais ou froid. Il faut être vigilant parce que c'est vrai que les semences dans les sachets sont dans des sachets hermétiques. Donc, une fois que vous les avez ouverts, il faut être prudent sur les conditions de germination. En cas de doute, il peut être réalisé un test de faculté germinative en choisissant un nombre limité de graines
et de les semer dans une terrine de semis, par exemple. Il faut être extrêmement vigilant sur les semences achetées sur Internet et en particulier en dehors de l'Union européenne ou échangées entre les jardiniers, en particulier sur l'aspect sanitaire. Donc, par rapport à de la vente par correspondance, c'est de bien vérifier le professionnalisme du vendeur et puis de vérifier la présence du passeport phytosanitaire pour les espèces concernées. Ce passeport est obligatoire pour la vente par correspondance. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jardinier, dans tous les cas, sera responsable en cas de transmission d'une maladie grave sur le territoire français, d'où une vigilance particulière à avoir sur la qualité sanitaire des semences que l'on utilise. Le troisième point important de la réussite des semis pour avoir une bonne germination et une bonne levée, ça va reprendre les points qu'a présenté Françoise, c'est-à-dire le besoin en eau, mais attention sans excès pour la phase d'imbibition en particulier, besoin d'oxygène pour la respiration cellulaire, de chaleur, alors et de lumière à la fois pour la germination pour un certain nombre d'espèces et pour la photosynthèse lorsque les plantules sont sorties de terre. Donc, ceci va nécessiter de bien préparer son sol, de semer à la bonne profondeur et au bon moment. Donc, au niveau de la préparation du sol, il y a besoin d'un sol équilibré, bien ameubli en profondeur et puis affiné en surface pour permettre un bon contact de la terre avec les graines, bien drainé pour éviter à la fois un excès d'eau qui pourrait entraîner des fontes de semis et de l'asphyxie aussi au niveau du développement des racines, mais avec suffisamment d'humidité pour favoriser la germination. Donc, il faut donc bien proposer de l'eau indispensable à l'imbibition de la graine pour permettre l'accès à l'oxygène, la respiration de la graine, éviter les fontes de semis, alimenter la plantule sans stress hydrique, et puis un sol bien drainé, c'est pour favoriser aussi l'enracinement en profondeur de la plantule. Donc pour ça, pour ameublir en profondeur, il est possible d'utiliser différents types d'outils, des crocs ou des fourches bêches. Par exemple, vous avez sur la photo l'exemple d'une grenouillette. Et puis le sol peut être affiné ensuite en surface avec un râteau. Ce qui est important, c'est de bien retirer tout ce qui pourra gêner le bon développement de la plantule. Donc, retirer les cailloux, retirer les grosses mottes et retirer les débris végétaux. Semer au bon moment, ce qui a été dit, les semences ont besoin, suivant les espèces, de température optimale pour germer rapidement. Donc, ce qui suppose qu'il ne faut pas se précipiter pour semer et que les premiers rayons du soleil ne suffisent généralement pas. Donc, je vous ai rappelé les températures minimales du sol à respecter selon les espèces, en sachant qu'on n'est pas, que pour certaines espèces, il y a une amplitude importante de besoin en température et qu'on n'est pas forcément au niveau des températures optimales. Le tableau présente bien les températures minimales du sol à respecter pour obtenir une bonne germination et une levée rapide à partir de 7-8 degrés pour les fèves et allant jusqu'à 18-20 degrés pour les espèces les plus exigeantes en chaleur, comme les aubergines ou les concombres en particulier. Donc, c'est bien les températures minimum au sol qui sont présentées. Pour également réussir les semis, cela suppose de semer à la bonne profondeur les graines. En règle générale, plus une graine
est petite, plus elle doit être semée en surface, donc de 0 à 5 à 1 cm pour un certain nombre d'espèces comme les aubergines, les carottes, les céleris, les chicorées, les laitues, les navets, les poireaux, les radirons et les tomates, et pouvant aller jusqu'à 3 cm pour des graines qui sont de taille un peu plus importante, comme les fèves, les haricots et les petits pois. Ensuite, il suffit de recouvrir le sillon et ses graines d'un peu de terreau, et puis de tasser légèrement la terre, par exemple avec le dos du râteau, ce qui permet aussi de faciliter la remontée de l'eau par capillarité, puisqu'on a vu que l'eau avait un rôle très, très important dans la germination des semences. Il est possible aussi, après le semis, d'arroser finement la terre, non pas avec un tuyau d'arrosage, mais par exemple avec une pomme fine d'arrosage. Alors pour terminer mon exposé avant les aspects pratiques que présentera Philippe Monchot, je veux juste citer deux techniques dont une a été d'ores et déjà présentée. C'est tout d'abord le trempage des semences, qui est une technique intéressante pour pour des graines à lever lente ou capricieuses. C'est vrai qu'on a évoqué le persil, il y a également la mâche, le céleri, le panais ou la carotte. C'est une technique intéressante, mais qui n'est pas forcément obligatoire, et donc qui consiste en particulier au niveau des jardiniers à placer les graines la veille du semis dans un verre d'eau tiède, donc pour favoriser l'imbibition et le démarrage de la germination lorsque les semences seront mises en terre. Ce trempage ne dispense pas de maintenir le lit de semences humide. Et puis, une autre technique, ou j'allais dire des techniques complémentaires qui permettent de commencer plus tôt les semis et ainsi de prendre de l'avance par rapport au cycle habituel de culture des légumes. C'est tout ce qui va être des semis sur couche chaude, des semis à l'abri, des semis sous châssis, sous tunnel plastique, sous voile de forçage, des semis sous cloche aussi, et puis tout ce qui va être les semis en serre à l'intérieur pour préparer les plants. Donc je vous remercie de votre attention, sachant que les aspects pratiques de la réalisation des semis vous seront présentés par Philippe Monchot. Bien, merci beaucoup à Dominique pour cette présentation. Je pense qu'on va faire une session de questions communes avec Philippe. Donc, Philippe Monchot est un membre très actif de la SNHF, puisqu'il a été président de la Société d'horticulture de Picardie. Et ensuite, il a rejoint l'équipe de Jardiner Autrement, où il a été chef de projet. Puis, pour la section aussi, et maintenant, il est dans la section potager et fruitier. Voilà. Donc, je vous laisse la parole pour enchaîner. Alors, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais voir les différents types de semis en pleine terre. Je donnerai quelques repères pour comparer ces différents semis. Et puis, il y aura des modalités de mise en œuvre. Je suis obligé de dire diapo suivante parce qu'on a des problèmes de connexion aussi. Diapo suivante. Alors, j'insisterai sur ces repères, sur la densité, c'est-à-dire en gros la consommation de graines. Est-ce qu'on économise de la graine ou est-ce qu'on en gaspille? La levée, la reconnaissance des plantules, en particulier pour les différencier des adventices pour les jardiniers débutants, c'est peut-être utile. La répartition des graines qui va nous conditionner effectivement le peuplement et les exigences éventuelles en éclaircissage. Plus on sème de plus il faut éclaircir dans un certain nombre de cas, et le matériel utilisé. Diapo suivante. Alors,
Là, c'est les différents types de semis tels qu'ils étaient présentés dans une formation que j'ai suivie en 2014, où on présentait 5 types de semis qui correspondent aux 5 flèches, en ligne, en bande éclatée, semis de précision, en poké ou à la volée. Je vais reprendre ces différents types de semis par la suite. Ils sont illustrés par des photos prises principalement dans mon jardin et souvent on ne prend pas de photos du semis parce que hormis les grosses graines, on ne voit pas les graines au sol. Donc il y aura souvent un petit schéma et puis une photo des plantules sorties de terre qui permettent d'induire un petit peu quelle a été la répartition des graines au sol au moment du semis. Diapo suivante. Alors, un semis qui n'est pas présenté dans le document que je vous ai montré précédemment, c'est le faux semis. Dominique vient de préciser la préparation du sol. Si on prépare son sol à la fin de l'hiver un petit peu tôt, il peut être utile de faire ce qu'on appelle un faux semis, c'est-à-dire que le sol tel qu'il est, il contient en surface des graines spontanées, enfin des graines des adventices, ou voire des graines de récoltes que vous avez pu faire qui ont été dispersées. Et donc, il va être intéressant de les faire lever de façon à les supprimer avant d'implanter le véritable semis. Diapo suivante. Voilà, donc 5 semaines après, le sol, comme pour un vrai semis, s'il est trop sec, ben, on peut humidifier un petit peu. Là, il va être très facile de supprimer ces plants en sarclant, surtout en évitant d'aller trop profondément, parce que si on retourne le sol, si on fait remonter des graines en surface, on va recommencer le cycle on va mettre les graines dans des conditions de germination et on aura des adventices en nombre important. Diapo suivante. Voilà, c'est les intérêts du faux semis, donc surtout utile pour les petites graines qui ont parfois du mal à lever et qui ont la concurrence des adventices. On a aussi du temps à passer quand on est pressé de jardiner, quand c'est la fin de l'hiver, eh ben, faites un faux semis plutôt que de semer prématurément. Quelques semaines plus tard, le sol se sera réchauffé, comme ça a été dit précédemment, et vous aurez une meilleure levée des plantes que vous cultivez pour faire des récoltes. Diapo suivante. Alors, à part le faux semis, donc le semis en ligne et semis de précision, on trace un sillon, comme ça a été montré dans les photos, souvent avec la langue de la serfouette. Le semis en bande éclatée, on va avoir un sillon beaucoup plus large avec la pointe de la serfouette ou une binette. Et puis en poké, on aura dans un trou le plantoir qui va enfin, soit un plantoir, soit un manche de bêche, et qui va permettre d'y déposer les graines. Le semis à la volée étant fait à la main. Et je préciserai des semis en ligne ou en poké qui sont des semis de chevauchement ou des semis de contreplantation. Je ne parlerai pas du semis spontané, ça a été précisé par Georges Sicard tout à l'heure qu'il fallait faire attention si on récoltait ces graines. Le semis spontané, finalement, sont des récoltes de graines que l'on n'a pas faites, mais qui se sont quand même dispersées. Alors, ben, les photos sont assez parlantes. Quand on a un semis en ligne avec une dispersion des graines un peu aléatoire, on a une consommation qui est plus importante que dans un semis de précision. Le semis de précision, c'est l'économie maximum de graines, c'est déposer une graine au bon intervalle par rapport à l'intervalle souhaité pour les plantes que l'on souhaite voir se développer. Mais le semis de précision exige souvent un matériel dont les jardiniers amateurs ne disposent pas, qui permet de régler le dépôt d'une graine à intervalles très réguliers et suppose des graines bien calibrées, parfois nécessité d'avoir un enrobage des graines pour ce calibrage. Diapo suivante. Alors, vous avez là différents modèles de semoirs. Chacun peut faire ses essais et voir celui qui le convient le mieux. Vous avez des semoirs à réglage progressif en fonction du calibre de la graine, et puis des semoirs à piston qui permettent théoriquement de déposer graine à graine. Je vais peut-être pas acheter les bons, mais je suis toujours un petit peu déçu parce que ce n'est pas aussi comment dire, précis. Parfois, il y a 2 graines qui sortent. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Diapo suivante. Moi, ma préférence va au semoir réglable, celui de gauche, avec une gouttière, surtout une gouttière crantée, qui permet de ralentir un petit peu le dépôt des graines. Et puis, si on est pris de court, si on a oublié son semoir, on peut toujours s'en fabriquer un de fortune avec une feuille pliée.
Donc, dans tous ces semoirs, il faut éviter de verser, mais au contraire plutôt de tapoter de façon à faire glisser les graines très lentement. Alors, le semis de chevauchement, qui est un semis en ligne, que l'on va mettre en place alors que la récolte précédente n'est pas terminée, d'où ce chevauchement sur une même planche de deux plantes, une qui est en fin de cycle et une que l'on sème. L'exemple que je vous donne, c'est un semis de mâche. On aurait pu avoir des radis à côté, enfin le long d'une planche de haricots qui n'a pas terminé sa production. Ça permet de gagner du temps. On a donc une occupation du sol qui est plus importante aussi. Souvent une limitation des adventices, puisqu'on va simplement tracer un sillon, sarcler, tracer un sillon, on ne va pas remuer le sol. Et puis on peut bénéficier en fin de printemps, en choisissant bien le côté sur lequel on fait ce semis de chevauchement, pour avoir l'ombre, s'il y a nécessité, en particulier dans les étés caniculaires, d'avoir plutôt un petit peu d'ombre pour faciliter la levée, ou au contraire, plus de soleil, si on a besoin de plus de lumière et de chaleur. Et puis quand on fait ça derrière une culture de fabacées, la culture suivante va bénéficier de l'azote capté par les fabacées. Le semis en bande plus large ou semis en bande éclatée permet de semer un plus grand nombre de graines, donc on va avoir une consommation plus importante. On peut l'utiliser pour le semis d'une seule espèce, par exemple des radis qu'on va récolter, ou alors de faire un semis en mélange. L'exemple que je propose là ici, c'est un semis simultané de radis, de carottes et de salades. La diapo suivante. Voilà, et donc on va avoir une levée décalée, souvent les radis lèvent en premier, suivi des salades, et enfin les carottes. On a une limitation des adventices, puisque le sol est rapidement couvert, et puis les récoltes échelonnées, d'abord de radis, puis de salades qu'on peut prendre en jeunes pousses ou transplanter ailleurs pour les repiquer. On va avoir donc un éclaircissage progressif et un désherbage de la planche de carottes. Le semis en poquet, alors souvent il est préconisé pour les grosses graines sur les sachets, hein, classiquement pour les cucurbitacées, les fabacées. Comment dire, on réalise de petits trous avec un manche d'outils ou tout autre objet. Oh, c'est pas possible ça. Et excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne de manière intempestive. Donc, on a un espacement qui est réglé directement. Et s'il y a nécessité, ce n'est pas toujours le cas, nécessité d'éclaircir, c'est assez facile aussi. La diapo suivante. Alors là, c'est un petit semoir fabriqué à partir de ce que j'avais vu sur un catalogue, qui permet de semer en étant debout quand la terre devient de plus en plus basse. Ça peut être utile pour les grosses graines en particulier. Diapo suivante. Alors, on va voir le semis de contreplantation. Alors, par rapport à un certain nombre de caractéristiques, moi je préconise ou j'utilise le semis en poquet pour des graines plus petites, dans la mesure où quand on demande des espacements, ou on préconise des espacements par éclaircissage à 10, 15, enfin au-delà de 10, 15, 20 ou 35 cm, il n'est pas utile de semer sur une ligne une graine tous les 2 cm pour avoir en supprimé 80%. Donc une économie de semences. Vous avez dans la photo de gauche, j'ai mis des repères, hein. Donc on a une culture longue, c'est celle du panais, dans laquelle on va contreplanter un semis de radis qui va occuper le terrain à peu près un mois ou 5 semaines, et qui ne va pas du tout nuire au développement du panais. La diapo suivante. Voilà, on récolte donc les radis. Une fois que les radis sont récoltés, les panais ont pu se développer, et sur les 4 ou 5 graines que l'on a pu mettre, eh ben, on va garder le plan le plus vigoureux et la culture se développe sans problème.
Alors, pour le semis en poquet, on peut utiliser une règle ajourée qui permet à des intervalles réguliers de faire ses trous, ou, comme dans la photo de droite, une règle hérissée, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des trous, là, on fixe des tourillons et en une seule pression, on peut réaliser, il a ici 17 trous en une fois, et suivant la profondeur du trou, on appuiera plus ou moins fortement. Le semis à la volée, comment dire, que ce soit la littérature, la peinture ou les pouvoirs publics ont très largement utilisé le semeur, à la fois parce que pour faire honneur à la France rurale du 19e et du 20e siècle, on voit les timbres-poste, la monnaie, et puis la SNHF a repris cette médaille d'un semeur sur la page de présentation de ce webinaire. On continue. Diapo suivante. Donc, pas nécessité de matériel particulier, à part le réceptacle dans lequel on a les graines. Ça suppose un geste ample pour assurer une bonne dispersion des graines, et souvent, c'est comment dire, adapté à une surface assez importante. Donc, au jardin, dans les petits jardins, c'était un petit peu exceptionnel de pouvoir l'utiliser pour obtenir une bonne répartition des graines. Et ça peut s'utiliser pour des pépinières, pour des engrais verts, par exemple, quand une planche est disponible. Diapo suivante, deux exemples là de trèfle, de moutarde ou de facélie qui avaient été semés à la volée. Alors, dernier point, quel que soit le type de semis, la notion de juste dose pour économiser un petit peu de semences dont le coût est quand même pas négligeable. À partir des indications qui ont été présentées sur le sachet, on peut essayer de partir au jardin avec la quantité de semences nécessaires pour ensemencer la longueur du rang ou la surface que l'on veut ensemencer. Je donnerai deux exemples. Diapo suivante. Alors là, avec un sachet de graines, on voit qu'il y a 2 grammes de graines et que ça permet d'ensemencer 9 mètres carrés. Diapo suivante. Alors, il faut savoir que dans 1 gramme de graines, on a à peu près 900 graines. Donc, on voit bien que même si on n'a que 1500 graines qui germent, avec un bon taux de germination, on préconise un espacement de 4 à 500 cm. Ça permettrait théoriquement d'ensemencer 60 mètres linéaires de carottes. Alors, si dans mon jardin, j'ai un rang de 6 mètres ou de 5 mètres, je fais la proportion. Pour 6 mètres, j'aurais besoin d'un dixième du sachet. Donc, je vais partager mon sachet de graines avant de partir au jardin pour prendre la quantité suffisante. Diapo suivante. Le partage, on verse l'intégralité du sachet de graines chez soi, bien au chaud, et puis on sépare en 2, puis en 4, etc., de façon à avoir la proportion, la quantité de graines la plus adaptée. Diapo suivante. Autre manière de procéder, c'est de savoir combien il y a de graines dans une quantité facilement reproductible. Pour les petites graines comme la carotte, moi je prends une pincée de carotte, je dénombre une fois ou deux, j'ai 55 graines à peu près par pincée de carotte. Diapo suivante. Toujours même chose, par rapport à l'espacement souhaité, mes 55 graines, théoriquement, peuvent me permettre d'ensemencer 2 mètres linéaires. Si je prends une marge en divisant par 2, j'ai 55 graines pour 1 mètre linéaire de carottes, donc j'économise semences et je vais avoir un éclaircissage qui va être facilité. Pour les plus grosses graines, on ne dénombrera pas à la pincée, mais à la cuillerée, une cuillerée à soupe, une cuillerée à café ou tout autre récipient à votre convenance. Une chose est de calculer ou d'approcher la juste dose, une autre est de réussir à répartir les semences sur la longueur considérée. Et là, ici, c'est dans le cadre d'une association où on s'exerçait à voir, par exemple, pouvoir, avec un semoir, utiliser les 55 graines, si je reprends mon exemple, les disperser régulièrement sur 1 mètre linéaire. Diapo suivante. Donc, vous voyez que le jardinier dispose d'un certain nombre de types de semis à sa disposition. Diapo suivante. Je crois qu'il faut bien penser ce que l'on souhaite faire et par rapport à la consommation de graines.
Et moi, je préconise, si on a des espacements, des intervalles préconisés supérieurs à 12 centimètres, j'ai donné ici quelques exemples, le semis en poquet, même si ce sont de petites graines, me semble adapté et je l'utilise avec succès. En revanche, si l'éclaircissement est à moins de, on peut revenir, à moins de 10 centimètres, le semis en ligne ou sur rang large va être tout à fait pertinent. Le semis à la volée sera un peu moins utilisé dans les petits jardins. Diapo suivante. Alors ces pratiques, semis en ligne, semis en poquet, on peut même les utiliser là, comme c'est l'exemple ici, dans des toutes petites surfaces, dans des caissettes, où on voit à gauche des semis en poquet, un petit peu trop, il y a un petit peu trop de graines, hein, des semis en ligne pour des récoltes là ici de pousses vertes pendant l'hiver, ou encore, diapo suivante, le semis en ligne sur une caissette. Et ce sont par exemple des graines de poireaux qui me permettent depuis plusieurs années de faire une pépinière de poireaux, de 170 à 180 plants de poireaux dans une caissette de poisson, de façon à ne pas forcément avoir un semis en pleine terre et puis un contrôle un petit peu plus aisé par rapport à la température ou par rapport aux pluies. Voilà, je vous remercie de votre attention et toutes nos excuses pour ce diaporama où il y avait une image, une incrustation d'une image parasite. On a eu des soucis de transmission. Merci beaucoup et c'était très clair et très lisible, donc je pense que ça n'a pas du tout posé de problème. Alors, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de questions. Alors, j'essaye de les sélectionner, hein, c'est un peu subjectif, mais bon. Alors, première question, plutôt pour Dominique, quel est le taux de germination à garantir pour pouvoir commercialiser? Donc là, c'est l'arrêté de commercialisation qui est la traduction des directives européennes et qui varie suivant les espèces. Donc, j'avais mis le lien de l'arrêté de commercialisation. Donc, il est possible de transmettre ces informations. Donc, cela varie suivant les espèces. D'accord. Et la même personne demande aussi, que veut dire exactement semence standard? Alors, c'est les directives européennes qui précisent les normes à respecter en matière d'identité variétale, en termes d'homogénéité de la semence, en termes de faculté germinative, de taux de germination et également en termes de pourcentage de tolérance de graines d'autres espèces dans les lots de semences. Donc, généralement, semences standards, c'est le respect de ces normes européennes qui sont ensuite traduites dans l'arrêté de commercialisation français. Et rajouter règles et normes CE, c'est par rapport à l'identité de la variété et la référence au catalogue soit français, soit le catalogue européen des espèces et variétés. C'est la raison pour laquelle, pour un nombre limité d'espèces comme la lentille, ce sont uniquement des listes nationales. Donc, on a bien des semences standards, donc avec des respects de germination, d'absence de graines étrangères, mais c'est une référence uniquement au catalogue, à la liste nationale de description des variétés pour ces espèces considérées, donc le pois chiche et la lentille. D'accord. Alors, on va passer à la germination, donc peut-être plus pour Philippe. Quelle est la profondeur de semis pour les graines qui ont besoin de lumière pour germer? Déjà, comment dire, la profondeur, comme l'a dit Dominique, c'est lié souvent à la taille de la graine, hein. Parfois, il y a des repères qui sont donnés en disant deux fois la profondeur égale à 2 fois le diamètre de la graine. On peut augmenter un petit peu cette profondeur dans les terrains très légers, sablonneux, et la réduire au contraire dans les terrains plutôt lourds. Pour éviter une difficulté de germination, si les terrains sont lourds, et comme ça a été dit, on peut couvrir avec du terreau qui va permettre une levée beaucoup plus facile.
Donc, déjà, si ces conditions-là sont bien respectées, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière. En revanche, si on a des graines qui préfèrent, ça a été dit tout à l'heure par Françoise, les graines qui germent mieux à l'ombre, on pourra couvrir par exemple le semis avec une toile de jute avec un tissage assez lâche. On pourra couvrir aussi avec de la paille, mais non pas un paillis, mais quelques branchages qui vont atténuer un petit peu la lumière directe sur le sol. Mais ça exige une surveillance, c'est-à-dire dès qu'on voit l'apparition des premières plantules, il faut enlever, puisque là, à ce moment-là, on passe dans la phase 3, comme ça a été expliqué, et il faut de la lumière pour que la photosynthèse fonctionne à plein. Très bien. Alors, on fait la remarque que maintenant, les terreaux sont presque quasi systématiquement vendus avec de la tourbe. Qu'en pensez-vous? Alors, Piège. oui. Pour certains usages, c'est bien. Par contre, pour la planète et la préservation des espaces humides, c'est néfaste. Voilà, hein. Donc, on est pris un petit peu entre les deux, quoi, hein. C'est une D'accord. question de point de vue, là, bien évidemment. Ok. Alors, il y a 2 questions sur la carotte. Que pensez-vous du semis en ruban pour les carottes? Le semis en ruban devient un semis de précision, puisque le fabricant a directement mis une graine au bon intervalle. Moi, je l'utilise très peu, enfin, pas pour la carotte. Bon, ça fait une semence qui est beaucoup plus chère quand même, hein. Mais je n'ai pas, comment dire, de retour d'expérience pour pouvoir me prononcer, quoi. Alors, Dominique question en a annexe. peut-être. Pardon. Dominique a peut-être un avis sur la question. Bon, j'avais un exemple. Voilà, c'est vrai que c'est des semences qui permettent de semer au bon espacement. Il y en a pour les carottes, il y en a également pour les radis. Mais effectivement, le coût de la semence est plus important. Donc, c'est des graines pré-semées avec la distance d'écartement optimale pour la production du légume considéré. D'accord. Et alors, comment éviter que les limaces dévorent les plantules de carottes? Là, on est après la germination, je suis d'accord. C'est de la protection. Mais... Est-ce que vous avez un truc? Non, il n'y a pas. Enfin, tout ce qui fait obstacle à la circulation des limaces. Donc, les obstacles, et puis on peut. Ouais, on peut aussi, ce que j'utilise, j'ai à la période et dans les espaces où les limaces risquent d'être les plus dangereuses, si je puis dire, hein, je dépose des planches ou des tuiles humides. Et puis, tous les jours ou tous les 2 jours, je vais faire une récolte des limaces qui passent dès que le jour se lève, dès que le soleil arrive, elles se réfugient sous ces planches ou sous ces tuiles humides, et puis il suffit de les collecter. Voilà. C'est un moyen de réduire un petit peu la pression des limaces. Bon, après, il y a effectivement les obstacles. Alors, les obstacles, ça peut être, par exemple, je donne quelques exemples, sur comment dire, des plants de salade. On peut poser une bouteille, ça fait un obstacle physique sous réserve qu'il n'y ait pas déjà une limace proche. Une fois que la plante, en quelques jours, a pris un petit peu d'embonpoint, si je puis dire, il y a peu de chances que la limace la détruise complètement, quoi. Très bien, merci. Alors, une question peut-être pour Dominique sur est-ce qu'il y a... Alors, il semble y avoir un régime spécifique pour l'importation en Australie. Qu'en est-il? Est-ce que...
Ça, c'est pointu. Par rapport à l'importation ou à l'exportation? L'importation. En fait, l'Union européenne fixe un certain nombre d'exigences sanitaires. L'objectif est d'arriver à préserver le territoire de l'Union européenne en évitant l'arrivée d'organismes nuisibles qui auraient des répercussions graves par rapport aux productions sur le territoire européen. Donc, il y a un certain nombre d'exigences exprimées par l'Union européenne, donc également par rapport à l'introduction sur le territoire national. Et donc, le pays et les opérateurs qui vont faire venir ces semences sur le territoire de l'Union européenne doivent respecter ces exigences par rapport à ces parasites et doivent avoir un document spécifique pour pouvoir importer ces semences sur le territoire européen. Peut-être une dernière question, je ne sais pas, Yvette, tu me dis pour le temps. Alors, il y a une nouvelle question sur les hybrides. Il y a eu pas mal de questions sur les hybrides et la personne nous dit, pour moi, ça signifie que les graines ne sont pas reproductibles. Est-ce vrai? Alors, je pense qu'il y a une question entre stérile ou pas et reproductible ou pas, c'est-à-dire reproduire les caractères, j'imagine. Oui. Je crois que Georges a très bien présenté à travers un schéma la disjonction des caractères lors des générations suivantes, c'est-à-dire que les semences d'une variété hybride ne sont pas stériles, mais on va avoir une recombinaison des caractères des deux parents lors des générations suivantes. Donc, on va obtenir des plantes qui ne correspondent plus aux caractéristiques de la variété hybride. Donc, elles sont reproductibles, elles ne sont pas stériles, mais nous n'obtenons plus lors des générations suivantes les caractéristiques de la variété hybride elle-même. D'où peut-être un moindre intérêt d'utiliser l'année suivante les semences récoltées d'une variété hybride.